Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue avec vous au quotidien qui se penche aujourd'hui sur une ambition de plus en plus souvent concrétisée par les actifs, celle de monter leur boîte, comme on dit. L'aventure entrepreneuriale est tentante, elle séduit notamment les jeunes générations, mais comme toute aventure, elle comporte son lot de risques et d'imprévus. Alors comment faire pour que l'histoire perdure? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Christian Taccard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Galapagos, groupe agroalimentaire breton bien connu, les marques Gavotte, Traumad, les galettes de Pont-Aven et j'en passe. Vous êtes aussi l'ancien président du réseau Entreprendre. Vous avez passé la main en juin 2022, mais votre expérience va être très attendue sur ce plateau aujourd'hui. Merci d'être avec nous. En face de vous, Marie-Joseph Moins, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire en Ille-et-Vilaine. Alors je voudrais qu'on commence par poser le contexte, si vous voulez bien, tous les deux. On a donc ce sentiment que peut-être les jeunes générations n'ont plus très envie d'être salariées et qu'elles ont envie de créer leur propre emploi. Est-ce que c'est une idée reçue, Christian Taccard, ou peut-être un peu exagérée? Non, ce n'est pas une idée reçue. Je dirais que ce qui est peut-être normal aussi par rapport à la génération actuelle, ce qui veut dire que l'ancienne génération a fait du bon travail puisque on a créé beaucoup d'entreprises et on donne l'envie aux jeunes de créer leurs propres entreprises. Donc ça, c'est une tendance peut-être de fond, mais qu'il ne faut pas décorréler peut-être du contexte général qui en ce moment est un peu sinistré malgré tout. Alors il n'est peut-être pas sinistré, il est compliqué. Il est compliqué au niveau national, au niveau international, mais je dirais qu'avec ce qu'on voit au niveau d'Internet et toutes les possibilités d'aller chercher des sources, on va dire des informations, ça facilite aussi peut-être, ou ça entraîne le fait de dire qu'avec Internet, je peux monter ma propre boîte. Ouais, ça donne ce sentiment, en tout cas, d'oser et de pouvoir tenter l'aventure. Marie-Joseph Moins, est-ce que vous, les notaires donc spécialistes du droit de la famille, mais aussi du droit des sociétés, vous constatez cette appétence pour se mettre à son compte dans vos études? Voilà, il y a un peu deux tendances, pas du tout antagonistes, mais complémentaires. En effet, on a des gens qui, alors jeunes ou moins jeunes, parce qu'on a aussi des reconversions, qui cherchent à créer ou à reprendre une entreprise, en effet, et puis et dans des secteurs vraiment extrêmement variés. On a évoqué les jeunes et vous le disiez, oui, mais pas que. Finalement, Christian Taccard, qui sont ces porteurs et porteuses de projets, puisqu'il y a aussi des femmes, même si elles sont un petit peu moins nombreuses, peut-être au regard de ce que vous avez vécu avec le réseau Entreprendre, qui a donc pour mission d'accompagner et de soutenir l'entrepreneuriat? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge finalement, ce qu'on s'aperçoit. Bon, alors peut-être la tendance à l'heure actuelle, c'est plutôt des jeunes entre 25 et 30 ans, mais on trouve beaucoup d'auto-entrepreneurs qui travaillaient en entreprise et qui, pour différentes raisons, ont souhaité se lancer ou ont constitué un petit capital et partent du principe qu'ils peuvent peut-être mieux faire. Et aussi, il y a les conditions de vie ou le cadre de vie. Ce qui les motive, c'est quoi? L'indépendance. De gérer son temps. D'accord. Et je crois que c'est le gros problème de la génération actuelle, de disposer de son temps et de faire de ce qu'elle veut de son temps. Alors maintenant, c'est vrai que ce n'est pas toujours compatible avec une usine qui fabrique des produits et qui est obligée des fois de travailler, ou je dirais de produire du lundi au samedi ou du lundi au vendredi. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans beaucoup d'entrepreneurs, auto-entrepreneurs, pardon, puisqu'il y a les auto-entrepreneurs et il y a les entrepreneurs. Tout à fait, c'est pas la même chose. Les statuts, on va y venir. Et l'auto-entrepreneur, il part du principe que sur 5 jours, il peut disposer peut-être d'un jour ou de 2 jours pour lui. Et ça, c'est important, le temps, ça n'a pas de prix finalement. Je disais dans une étude de la CCI basée sur des données de l'INSEE qui datent de 2018 que 54% des entrepreneurs et entrepreneuses n'ont pas de diplôme. Ils ont juste un CAP, un BEP ou un bac. Et seulement 15%, à contrario, ont un bac plus 5. C'est assez surprenant. Je ne sais pas votre sentiment. Oui, mais je dirais que c'est... Alors, je dirais qu'à la fois les gens qui ont fait, par exemple, un apprentissage, donc c'est plus facile de se mettre auto-entrepreneur. Et je dirais que les jeunes qui ont fait des études supérieures, style école d'ingénieur, ce qu'on disait, c'est qu'ils se groupent beaucoup plus facilement pour créer une société et pour travailler à plusieurs. Donc davantage des aventures collectives. Et là, attention, il y a des choses... Exactement, non mais les aventures collectives... En fait,
aucune aventure n'est moins bien ou mieux. C'est juste qu'elle demande un accompagnement différent. Parce que se jouent des choses différentes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment venir nous voir. Parce que, effectivement, l'automatisme, c'est d'aller voir peut-être un expert comptable, la chambre de commerce, toutes les institutions qui aident aussi beaucoup. Et qui sont indispensables. Et qui sont indispensables. Et il ne s'agit pas du tout de se substituer à eux, qui ont aussi leur connaissance, leur savoir-faire, et peut-être un avocat. Mais on oublie, je trouve, trop souvent le notaire. Moi, encore une fois, il m'est arrivé trop de fois de dire si vous étiez venu me voir un tout petit peu plus tôt, on aurait pu faire des choses, mais oui, et notamment dans les aventures collectives. C'est vrai que si on est plusieurs associés, mettre les choses très clairement le notaire, à plat. Là, pour ça, il a aussi la vision de son côté aussi un peu médiateur, entre guillemets. C'est on va peut-être travailler, en tout cas les faire travailler sur leur pacte d'associés. La chose qui n'est pas, oui, évidemment, on va aligner les chiffres, on va se mettre d'accord sur le nombre de parts, etc. Ou du couple. Ou du couple, peu importe, que ce soit des étudiants, etc. Ou, par exemple, pour un senior aussi qui va revoir parce qu'il a été licencié, alors parfois avec un gros chèque, etc. Il veut se lancer. Et il veut se lancer parce qu'il en a aussi, il y a des modélisations dont il en a assez, donc, etc. Il a envie de faire à sa manière, entre guillemets. Mais tout ça, en fait, à chaque fois qu'on change en fait dans notre vie, que ce soit personnel ou professionnel, il ne faut pas oublier qu'à court, moyen, long terme, ça a des répercussions. Et ça, chaque profession a sa spécificité et la nôtre, c'est quand même de voir à 360 degrés et à court, moyen, long terme. Ce qu'on comprend, c'est que ça ne s'improvise pas. Donc, Christian Taccard, je voudrais quand même que vous nous disiez un mot de votre parcours. Vous êtes, un autodidacte. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc Galapagos, c'est le groupe dont vous êtes président. Vous avez commencé à 2 personnes. Vous êtes 800 aujourd'hui en Bretagne, en Savoie, en Seine-et-Marne. Les fameuses gavottes, évidemment, ça parle à tout le monde ici. On parlait des galettes de Pont-Aven ou de la marque Traumad. L'anecdote est assez intéressante. Vous êtes originaire de l'Est. En 89, vous visitez cette fameuse usine de gavottes et au lieu de repartir avec un paquet de gavottes, vous repartez avec l'usine en fait. Je repars avec l'idée de racheter l'usine, ce qui s'est fait 1 an plus tard. Je crois que là, c'est aussi, je dirais que l'envie de, justement, on parlait des auto-entrepreneurs, mais c'était l'envie d'entreprendre et je dirais de matérialiser un petit peu le parcours que j'avais fait, puisque j'avais fait de la grande distribution et j'avais fait du commercial. Et je me suis dit qu'à un moment donné, je voulais vivre l'entreprise, la création de produits. Et c'est vrai que je dirais que voilà, il faut savoir s'entourer, comme vous l'avez dit. Et puis surtout, lorsqu'on part, je dirais, avec des engagements financiers qui sont relativement très, très importants et très lourds, il faut essayer de préserver la famille, ce qu'on disait préalablement. Parce que si la réussite d'un entrepreneur ou d'un auto-entrepreneur, une des bases solides, je dirais, c'est la famille, quoi. Oui. Donc, il faut savoir préserver dans les temps difficiles les aspects financiers et rassurer, je dirais, que ce soit son épouse ou l'époux et pouvoir élever ses enfants, je dirais, sans turpitude. C'est votre conseil et on sait la réussite que vous avez connue avec cette entreprise que vous êtes d'ailleurs en train de transmettre à vos enfants. Ce n'est pas vraiment l'objet de cette émission, mais c'est quand même signe d'une plutôt belle réussite. Et ce qu'il faut savoir, c'est surtout aussi de la pérenniser. Donc voilà, avec la transmission, pérenniser et puis essayer d'être de bons conseils. Et de l'accompagner tout au long de sa vie, c'est un peu le thème de notre deuxième partie, puisque effectivement, elle n'est pas figée dans le marbre, cette entreprise. Elle évolue, elle croît, elle traverse quelques aléas aussi, parfois. Elle peut changer de statut. Avant justement d'échanger sur cette partie, je vous propose qu'on découvre ce reportage qui nous dresse le portrait donc, d'un ancien salarié qui a tout quitté pour se mettre à son compte et vivre son projet innovant dans le bâtiment. 9h du matin chez un particulier à Irel, non loin de la côte. Donc il va falloir faire, c'est la toiture qui est là-haut. Voilà. Une toiture à nettoyer et démousser, c'est le quotidien de Stéphane Méo, tout jeune entrepreneur dans le métier.
On arrive, on se présente aux clients, on regarde un petit peu ce qu'il y a à faire au niveau du chantier. On inspecte la zone complète pour voir s'il y a des difficultés. Là, par exemple, on voit qu'aujourd'hui, le vent commence doucement à se lever, donc il ne va pas falloir traîner ce matin. Car ce n'est pas avec une échelle ou une nacelle que Stéphane ira sur le toit, mais avec un drone. Plus rapide et donc moins coûteux pour les clients, le concept a d'emblée séduit Stéphane qui s'est lancé voilà 4 mois dans l'entrepreneuriat après avoir passé son certificat de télépilote grâce à Pôle emploi. J'ai été accompagné en fait, de plusieurs organismes qui tout au long en fait, de la création de l'entreprise m'ont aidé. Le Pôle emploi m'a dirigé vers la BGE d'Ille-et-Vilaine, qui m'ont aidé à me structurer en fait, et à structurer mon projet et à bien respecter certaines étapes. Le troisième accompagnement, il est aussi un peu financier toujours dans une entreprise. Et là, j'ai été accompagné par Initiative Rennes qui m'ont soutenu financièrement via un prêt à taux zéro à hauteur de mon apport initial dans l'entreprise. Des aides bienvenues, car malgré le soutien des proches, la création d'une entreprise peut ressembler à un saut dans le vide. Ça fait peur, mais en même temps, c'est tellement enrichissant, tellement galvanisant, il y a tellement de nouveautés, de choses que oui, on a envie, mais un chef d'entreprise, j'imagine, a peur tous les jours pour son entreprise, a toujours des remises en question et il faut avancer en fait. Si on a un but dans la vie, pour moi, il faut avancer, il faut y aller et il ne faut pas foncer tête baissée, mais il faut y aller. Avec un carnet de commandes déjà plein, Stéphane peut être confiant pour la suite. Si les affaires tournent, il prévoit d'embaucher rapidement et pourquoi pas d'ouvrir plusieurs agences. Alors Marie-Joseph Moins, c'est vrai que choisir le statut de son entreprise, c'est une première étape cruciale. On en a parlé un peu, mais des auto-entrepreneurs. Est-ce que l'auto-entreprise, la micro-entreprise, comme on l'appelle maintenant, c'est un statut donc, qui existe depuis 2009, c'est peut-être une première étape, ou en tout cas, est-ce que vous voyez que vous, ça, voilà, quand on vient vous voir, c'est un peu la première étape, première pierre? En fait, c'est entre reprendre une entreprise et créer une entreprise sous la forme de l'auto-entreprise, c'est pas le même profil, c'est pas le même projet. Même si peut-être ça peut aboutir au final au même projet. En tout cas, le statut d'auto-entrepreneur est très bien, est très ficelé par la loi, je dirais. Enfin, il est très encadré et en fait, on n'a pas énormément de choses à faire. Vous, en tant que notaire, en tout cas. En tant que notaire, parce que beaucoup de choses sont prévues, y compris, il y a eu quand même des ajouts à cette loi, notamment le 17 février 2022, l'insaisissabilité de la résidence principale, qui était un gros sujet, ça, par contre. C'est-à-dire qu'en cas de problème, on ne peut pas se voir confisquer, entre guillemets, sa résidence principale. On ne peut pas saisir la résidence principale et comment dirais-je, les chiffres pour rester auto-entrepreneur ont évolué en 2023. Oui, le chiffre d'affaires... Les chiffres d'affaires ont augmenté, mais c'est dû aussi à, on sait très bien, à l'inflation, etc. N'empêche que ça change. Maintenant, malgré tout, même si en fait c'est un package qui semble très bien ficelé et qui l'est de fait. Et qui avait pour objectif de simplifier un peu les choses pour les entrepreneurs. Oui, parce qu'il y a le guichet unique, etc. Enfin, il y a plein d'avantages, la TVA avec des dispenses, enfin, je passe sur aussi les impositions. Bon, même si ça revient dans l'impôt de la famille, mais bon, bref, il y a plein de petites modalités que je passe et qui sont alors là trouvables sur n'importe quel site. Mais par contre, même si c'est une auto-entreprise, et ce n'est pas du tout dévalorisant de dire ça, donc encore une fois, je le redis, ça peut être un test, ça peut être une étape, mais c'est important de venir voir... de revenir voir le notaire pour lui dire, bon alors, vous êtes dans quelle situation? Vous êtes célibataire, concubin, pacsé, marié, sous quel régime, etc. Tout ça, ça va avoir des incidences pour la suite. Alors, ce n'est pas la création de l'entreprise directement que c'est lié, n'empêche que les deux interagissent et que si on loupe une étape, on peut se retrouver dans une situation plus compliquée. Donc l'entreprise, oui, ou l'auto-entreprise, ça peut être effectivement une fin en soi en fonction du projet, mais aussi peut-être finalement une étape un peu de transition vers autre chose, parce que finalement, Christian Taccard, quand même, la vocation d'une entreprise, c'est de croître, c'est de grandir. Oui, c'est pour ça qu'au niveau du réseau Entreprendre, donc, la vocation d'un auto-entrepreneur, c'est de solliciter le réseau Entreprendre pour obtenir, je dirais, un prêt qui peut varier de 15 000 € à 40 000 €, mais avec, je dirais, l'obligation d'avoir
comme vision de créer 3 emplois minimum, par exemple, dans le temps. Et je dirais que ce qui permet aussi à l'entrepreneur en question de pouvoir, avec je dirais, ce premier rapport, aller voir les banques et constituer un capital pour justement développer. Parce que je dirais, ce dont on a besoin en France particulièrement, c'est de créer des emplois. Donc il n'y a rien de plus terrible que de laisser des gens au bord de la route, quoi. Et ça, c'est effectivement pas souhaitable. Alors, on entend beaucoup de choses sur les statuts des entreprises, les SARL, les EURL, les SAS. Est-ce qu'il y a un statut qui correspond à une situation ? Comment on doit faire son choix, Marie-Joseph Moins ? C'est au cas par cas. D'accord. C'est-à-dire que, franchement, entre un projet ou l'autre, on n'aura pas le même conseil à donner. Par exemple, que fiscalement ou parce oui, que, voilà, parce que fiscalement, parce que pour le développement dans l'entreprise, quel est le projet de l'entrepreneur, quel est son statut familial, là aussi, etc. Et il y a des mises en garde, parce que tout ce qui est en RL, donc responsabilité limitée, vous l'avez dit tout à l'heure, EURL, donc unique, ou SARL, à plusieurs. On pense qu'on est protégé. On pense qu'on est protégé, on se dit, alors là, c'est bon, je veux une SARL, etc. Sauf que si la banque ou un actionnaire, peu importe, quelqu'un demande le cautionnement de l'épouse ou de l'époux du conjoint, eh bien, on a perdu le bénéfice du RL, de la responsabilité limitée. Donc, c'est peut-être pas ce choix-là qu'il fallait faire. Ou en tout cas, alors dans tous les cas, il vaut mieux éviter le cautionnement des banques. Pardon ? Des banques. Le cautionnement à titre personnel vis-à-vis de la banque. Vis-à-vis des banques ou de toute façon de tous ceux qui prêtent. C'est-à-dire tous ceux qui sont apporteurs de fonds. Il faut vraiment, si j'avais un seul conseil vraiment sûr à donner, c'est ni l'épouse, ni la conjointe, ni les parents, beaux-parents, ni les proches ne doivent se porter caution. Il faut trouver d'autres solutions. Vous souscrivez, Christian Taccard, cette question du cautionnement quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça c'est vraiment un point clé. Je pense qu'il faut vraiment séparer et protéger, on va dire, la famille par rapport aux engagements financiers qu'on peut avoir. Et tout à l'heure, pour revenir par rapport à ce que vous dites, il faut adapter le statut en fonction des objectifs, c'est-à-dire des objectifs économiques, parce qu'on peut créer une entreprise en partant du principe, on va faire son petit job, mais des fois, ça peut partir très vite. Et donc, il faut anticiper. Et le plus difficile au niveau d'un entrepreneur ou d'un auto-entrepreneur, toujours, c'est de se poser pour, je dirais, regarder où on va se trouver dans 1 an ou dans 2 ans. Christian Taccard avec le réseau, donc Entreprendre, dont la vocation c'est d'accompagner et de pérenniser aussi les entreprises, c'est aussi de leur apporter une contribution, parce que on le disait, malgré tout, en fonction du projet, il y a quand même parfois besoin d'une mise de départ qui est non négligeable. On a évoqué le cautionnement tout à l'heure, mais vous êtes là pour mettre le pied à l'étrier aussi. Alors, pas que les fonds. Je dirais, le réseau Entreprendre, il y a 400 membres et plus ou moins 400 bénévoles, ou voire 600 bénévoles, qui accompagnent, d'une manière régulière, tous les auto-entrepreneurs ou entrepreneurs. Et c'est fondamental au niveau de leur réussite, c'est-à-dire de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui ait de bons conseils et qui ait une expérience. Et donc on en revient, c'est-à-dire qu'à partir de cette base-là, c'est beaucoup plus facile de les mettre en réseau, ou ne serait-ce que de créer des animations, de regrouper des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs et qu'ils partagent ensemble un petit peu leurs réussites, leurs échecs, et justement d'être à l'écoute des autres, quoi. Donc on l'a compris, le copier-coller, ça ne marche pas. Par contre, aller chercher les bonnes expériences, les bons conseils et les échecs des uns et des autres, ça peut aussi enrichir l'entreprise. Je voudrais, Marie-Joseph Moins, que vous nous parliez du mandat de protection future, parce que c'est vrai, quand on est un peu dans l'euphorie de la création, de la reprise d'entreprise, on ne pense pas forcément que les choses peuvent mal se passer. C'est un outil au cas où il arrive malheur, entre guillemets, au chef ou à la chef d'entreprise. Voilà, c'est ça. C'est la notion de salariat, finalement, qui va déterminer le choix. Le mandat de protection future, ça associe de particulier que la personne, le chef d'entreprise, en fait, va donner un mandat post-mortem, donc après sa mort. D'accord. Pour le cas où il décéderait un peu prématurément, et ça peut pas arriver, mourir, mais ça peut arriver. Et il va donner mandat à une personne de confiance qui s'y connaît dans son entreprise, évidemment, pour permettre, avant la transmission de l'entreprise, que ce soit à des tiers ou
parce qu'il y a une indivision compliquée, parce que des enfants mineurs, parce que des enfants trop jeunes, parce que 1000 raisons en fait, qui font une personne compétente dans son entreprise, alors elle n'est pas forcément dans son entreprise, mais généralement elle l'est, pour continuer à faire l'élan fonctionner. et c'est très important pour lui, le chef d'entreprise, ça le sécurise, pour sa famille donc, mais aussi pour ses salariés. C'est-à-dire que, encore une fois, l'idée, c'est de pérenniser l'entreprise le temps que tout soit en place pour une transmission intrafamiliale ou extrafamiliale. Moi, j'ai une petite question par rapport à ce que vous exposez. La personne, on va la chercher où ? C'est la personne de votre choix. D'accord. Donc, ça peut être, je ne sais pas, votre directeur général. D'accord. Si vous avez toute confiance en lui. Donc, ça se prépare en amont. Ah oui, ça se prépare en amont. C'est un peu comme un testament, finalement. Okay. Mais sauf que c'est un testament qui aura une durée plus transitoire, et qui va surtout s'appliquer. Alors, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que c'est en fait la personne qui va être le mandataire va finalement respecter vos volontés alors que vous n'êtes plus de ce monde. D'accord. Voilà. Et pas les volontés des héritiers ou de la famille. On va faire une petite pause dans cette émission parce qu'il est l'heure de notre chronique Actu avec Vincent Lemay. Bonjour à tous, 3 actualités aujourd'hui. La première, c'est concernant une nouvelle application qui s'appelle mobilejustice.fr. Lancée fin avril par le gouvernement, elle a pour but de faciliter l'accès aux droits. Comment ? En accompagnant les citoyens dans leur recherche d'informations sur leurs droits et en leur orientant vers leur démarche. Alors, ça vous permettra notamment de trouver un tribunal, un point de justice à proximité, de vous informer sur les démarches avec des fiches thématiques qui sont issues du service public.fr. Calculez également vos droits, ça peut être l'aide juridictionnelle, ça peut être la pension alimentaire ou une saisie sur salaire par exemple. Et puis vous aurez également les informations sur les numéros d'aide et d'orientation par rapport aux violences aux femmes, par rapport aux aides aux victimes ou l'accès aux droits. Enfin, vous avez un annuaire d'accès aux professionnels du droit, tels les notaires par exemple, les commissaires de justice, même les avocats. La seconde actu concerne la taxe d'habitation. On y arrive en ce moment dans les déclarations. Sachez que vous ne payez plus de taxe d'habitation sur votre résidence principale. En revanche, vous êtes redevable encore d'une taxe d'habitation sur votre résidence secondaire, c'est-à-dire un logement meublé qui n'est pas votre résidence principale. Sachez que, par exemple, que si vous louez à l'année une résidence secondaire, vous devez payer encore une taxe d'habitation sur ce logement. Enfin, un thème qui nous tient à cœur dans cette émission, ça s'appelle la Fondation Notaires et Bretons. Fondation que les notaires bretons ont créée il y a à peu près 1 an. L'opération est simple, il s'agit de 1 acte, 1 euro. Chaque notaire reverse sur les honoraires ou les émoluments qu'il perçoit, que vous nous payez, que vous payez au notaire, 1 euro. Et cet euro-là va servir à aller alimenter une fondation qui a pour but le territoire et la famille autour de plusieurs projets. Sur 1 an, il y a eu 8 projets qui ont été soutenus, qui vont de l'aide au logement, l'accès à la santé, l'éducation et la formation. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, pour voir ce que fait cette fondation ou simplement y contribuer, à les consulter notaires-et-bretons.bzh. Voilà pour cette chronique, on retrouvera Vincent Lemay le mois prochain. Je vais passer maintenant aux questions de téléspectateurs. Si vous le voulez bien, il y en a 3, on va essayer d'être rapide. Peut-on toucher le chômage et être auto-entrepreneur, Marie-Joseph Moins ? Absolument. On peut toucher le chômage et être auto-entrepreneur. Donc, il y a plusieurs situations. Soit, alors il faut avoir travaillé depuis 2 ans. Soit on continue à toucher ces indemnités et on monte son entreprise. Soit on capitalise en fait les indemnités sous forme de... C'est un apport en fait, quelque part que nous donne l'État, pour nous permettre de créer une entreprise. Donc les 2 sont possibles. Je souhaite quitter le statut de salarié. Mieux vaut-il reprendre une entreprise ou la créer, Christian Taccard, très rapidement ? La créer si on a quelque chose de bien précis. La reprendre, ça accélère généralement le développement. C'est ça. On poursuit une aventure déjà enclenchée, donc la clientèle parfois est là, la réputation est là aussi. Il faut faire juste perdurer les choses et continuer à être innovant. Pour conclure, je voudrais qu'on termine sur une image, Christian Taccard, celle du Sherpa. Vous m'avez dit, vous comparez à lui, à quel niveau ? Eh bien, moi, j'aime bien le Sherpa parce que le Sherpa a pour vocation d'emmener l'alpiniste, ou l'alpiniste, oui, au sommet de la montagne. Donc, et généralement, même si l'alpiniste en question a une idée bien précise du chemin qu'il veut utiliser pour monter, gravir la montagne,
Le Sherpa est là pour lui conseiller par où il faut passer et respecter la montagne en fonction du temps aussi. Voilà, vous qui êtes en train de transmettre votre entreprise à vos enfants et qui faites part de votre expérience aussi au travers du réseau Entreprendre. Marie-Joseph Moins, je crois que cette image vous plaisait bien, vous aussi. Pour continuer dans l'alpinisme, on va dire que plutôt les conseils tels le notaire, l'expert comptable, enfin tous ceux qu'on a cités, les avocats, etc., sont plutôt le camp de base en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas nous qui allons gravir la montagne. Hein. Ça, clairement. Et porter les sacs. Ou porter les sacs, ou les deux. Mais quand même, il faut une sacrée intendance pour que l'alpinisme... En fonction de la montagne. Hein. Voilà. Mais malgré tout, quelle que soit la montagne, il faut quand même une sacrée intendance. Et ne rien oublier. Hein. Donc, nous, on est là plutôt pour être le camp de base. Aventure entrepreneuriale, mais avec des bases solides et un filet de sécurité, on l'a compris. Merci à tous les deux pour votre éclairage sur ce thème de la création de l'entreprise. On se retrouve le mois prochain dans Avec vous au quotidien avec un autre sujet de discussion. Et d'ici là, portez-vous bien.